Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes réunis ce soir pour parler d'un sujet très important pour ce gouvernement, l'immunité présidentielle. Pour être précis, l'immunité présidentielle est définie par l'article 67 de la Constitution comme ceci. Le président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité. Et dans cet article est fait la distinction entre les choix que le président fait durant son mandat en tant que président et ce fait en tant que citoyen. Alors, la question que vous devez vous poser est: pourquoi ce sujet nous tient-il tant à cœur? Eh bien parce que dans l'état actuel des choses, en France, si un président commet des exactions lors de son mandat, celui-ci ne peut pas être jugé si les dix actes ont été accomplis en sa qualité de président. Et ceci ni pendant ni après la fin de son mandat, sauf si celui-ci commet des crimes contre l'humanité. Ainsi, le président peut être destitué pour les actes qu'il commet en tant que tel, mais pas jugé pour les 10 actes. Nous pouvons donc prendre l'exemple de Nicolas Sarkozy et de l'affaire des sondages. Dans cette affaire, il est clair que l'immunité présidentielle a joué un rôle très important. On peut le comprendre notamment à travers ses propos de Claude Guéant, celui-ci ayant affirmé qu'il pensait que l'Élysée échappait au droit commun de la gestion publique. Et aujourd'hui encore, Nicolas Sarkozy fait prévaloir son immunité présidentielle pour ne pas s'exprimer sur ses actes en tant que président. Est-il coupable ou non de quelque chose? Ceci n'est pas important. Le simple fait qu'on ne puisse le découvrir l'est. Pour mon gouvernement et moi-même, ces faits sont intolérables. Et c'est pour cela que nous voulons la suppression de cette immunité. Alors, en détail, ce que nous voulons faire en tant que gouvernement, ce n'est pas faire disparaître l'immunité présidentielle dans sa totalité. Nous savons reconnaître son importance et nous savons à quel point il serait dévastateur pour notre pays si son président pouvait être la cible d'attaques juridiques de n'importe qui et ce, n'importe quand. Ainsi, ce que nous voulons faire disparaître, c'est la notion qui dit qu'un président ne peut être jugé pour ses actes en tant que président après son mandat. Et c'est pourquoi nous proposons qu'à partir du prochain mandat présidentiel soit modifié l'article 67 de la Constitution qui statue sur l'immunité présidentielle. Cette loi n'est donc pas rétroactive. Notre objectif est de permettre qu'un ex-président puisse être jugé sur ses actes en tant que président par la Cour de justice de la République. Ceci à partir d'un mois après la fin de son mandat. Oui. Alors pourquoi viser cibler seulement le président alors qu'il y a plein d'autres personnes qui ont l'immunité parlementaire? Eh bien, ce sont nos idées et nous nous focalisons d'abord sur le président maintenant, mais nous sommes ouverts à d'autres possibilités. Pour éviter que l'ex-président ne puisse être attaqué par n'importe qui et n'importe quand, nous allons faire en sorte que celui-ci ne puisse être poursuivi que par une association. Et pour que cette association puisse poursuivre l'ex-président, il faut que celle-ci ait recueilli 700 000 signatures sur une pétition en ligne. Ces signatures devront être recueillies sur une plateforme gouvernementale spéciale pour éviter toute fraude et garantir la protection des données recueillies. Après cela, la plainte devra être validée par la Cour de justice de la République, puis le Parlement sera saisi pour valider la demande de levée d'immunité. Si celle-ci est bien levée, la Cour de justice de la République se saisira du dossier. Pour développer ce projet de loi sont présents ce soir ma ministre de la Justice, Camille Tendron, qui nous parlera plus en détail de notre réflexion derrière cette loi. Est aussi présent M. Max Desbois, ministre des Affaires sociales, qui quant à lui nous dira en quoi cette loi est importante d'un point de vue social. Je sais que si chacun d'entre nous est présent aujourd'hui, c'est pour défendre ce en quoi il croit. Mon gouvernement et moi croyons en l'édification d'une société où nous pourrons tous être fiers de nos dirigeants. Pour atteindre cet objectif, cette loi est nécessaire. Je compte donc sur votre concours à tous, ce soir, pour nous rapprocher de ce rêve.
Le chaos. C'est vers le chaos, mesdames et messieurs, que ce gouvernement voudrait nous emmener. C'est vers le chaos et surtout l'incompréhension, l'irresponsabilité et surtout le brouillon que ce gouvernement voudrait nous emmener en supprimant, et je dis bien supprimant, tout bonnement et simplement, l'immunité présidentielle. Il ne faut pas oublier que la présidence de la République n'est pas une fonction particulière. C'est une fonction spécifique, c'est une fonction qui porte le symbole de toute une nation, de tout un pays, de toute une histoire. La présidence de la République n'est pas seulement le fait d'un homme, c'est le fait d'une institution. Remarquez que je parle depuis tout à l'heure d'une présidence, et pas d'un chef d'État. Car pour nous, à l'opposition, nous affirmons qu'il faut s'intéresser plus principalement à l'institution du chef d'État et pas seulement à l'institution de la présidence de la République et pas seulement au chef d'État, à l'individu. L'immunité présidentielle, parlons-en. L'immunité présidentielle, comme l'a si bien dit le Premier ministre, accorde au président de la République de ne pas être poursuivi et reconnu responsable des actes connus pour assurer ses fonctions de président. Assurer ses fonctions de président, c'est bien entendu assurer la stabilité de l'appareil politique, assurer le gouvernement et assurer un maintien du pouvoir. Ce dispositif garantit, et nous en sommes conscients, et nous en sommes convaincus, la concentration optimale de la personne du chef de l'État sur sa fonction de gouvernement. Nous le savons, d'aucuns voudraient supprimer, tout bonnement et simplement, l'immunité présidentielle. Mais nous, conscients de l'importance de ce débat, vous proposons de le réformer. Oui. Madame, vous dites que l'immunité présidentielle permet d'assurer une certaine stabilité pour le chef de l'État afin de diriger, et qu'en est-il quand il ne dirige plus le pays? Le président de la République occupe ce mandat, un mandat présidentiel, pour un temps défini. Donc votre question, en ce sens, ne concerne pas forcément la présidence, mais plus la personne qui occupe ce poste et pas l'institution présidentielle. Il faut se souvenir que la fonction de président de la République est particulière. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est normal qu'elle fasse l'objet d'une précision particulière dans le droit. L'immunité présidentielle est un symbole pour le chef de l'État, est un symbole de l'institution, mais aussi de la dignité présidentielle. Elle permet au chef d'État de s'assurer et de prendre toutes les décisions nécessaires pour assurer et assumer l'exercice de ses fonctions. Nous en sommes convaincus, et nous l'affirmons toujours, l'immunité présidentielle ne serait en aucun cas un frein à la justice. En effet, comme prévu dans l'article 67 de la Constitution, tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Il faut comprendre ici que lorsqu'un chef d'État est visé par une plainte, par une accusation, le délai est tout simplement suspendu pendant toute la durée de son mandat. Cela n'empêche pas la justice de faire son travail, comme je le disais. Nous avons, pour exemple, la condamnation de Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, mais aussi la mise en examen de Nicolas Sarkozy, même si pour certains ce serait une justice à deux vitesses, mais c'est une justice quand même, et il faut s'en assurer. Il convient cependant de reconnaître qu'une réforme et pas une suppression entière de l'immunité présidentielle, comme le souhaite notre gouvernement, mesdames et messieurs, est important. Car si nous sommes ici réunis, c'est pour débattre, et surtout débattre du droit, débattre de la fonction du président. C'est pour cela que nous, membres de l'opposition, nous allons vous présenter nos arguments principaux pour la réforme de ce droit, de cette immunité présidentielle. Madame la première députée, Esther Buchet, s'assurera de vous montrer que l'immunité présidentielle est un gage de stabilité pour l'État. Monsieur le second député, Hamas, présentera notre organe de réforme de l'immunité présidentielle qui nous assurera de surveiller la vie et la fonction de président
Et enfin, M. Divary, secrétaire général, se chargera de synthétiser toutes nos propositions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Crimes contre l'humanité et haute trahison. Ce sont aujourd'hui les seules raisons pour lesquelles un président peut être destitué ou jugé. Le meurtre, l'extermination, la déportation, la torture, lorsqu'ils sont commis par un gouvernement, sont jugés par la CPI. On peut citer comme exemple le génocide arménien, rwandais, ou les Khmers rouges au Cambodge. Bien. Un gouvernement peut être jugé à l'international. Mais qu'en est-il de son propre pays? Qu'en est-il du propre pays lorsque le président prend de mauvaises décisions ou lorsqu'il ne prend pas de décision? On peut citer comme exemple pour la première question les États-Unis pour la guerre en Irak en 2003, lorsqu'ils ont envahi l'Irak avec une pseudo-existence d'armes de destruction massive. Il a été prouvé ensuite que c'était un mensonge monté de toutes pièces. Et pour l'absence de décision, nous pouvons citer la crise climatique et les actions non respectées de la COP21, de la COP22, de la COP23, etc. Il nous faudrait donc peut-être attendre jusqu'à la COP50 pour enfin voir de vraies décisions appliquées. Je vais maintenant revenir sur la définition de l'immunité présidentielle, car l'opposition ne semble pas être totalement au point sur le sujet. L'immunité présidentielle compte deux éléments. L'immunité temporaire, liée à la vie civile de la personne qui occupe les fonctions de président, et l'immunité qui n'a pas de fin, qui est liée au président jusqu'à la fin de sa vie, liée notamment aux décisions qu'il a prises en tant que président. C'est là-dessus que nous voulons revenir aujourd'hui. Oui? Où est la stabilité dans un régime dont la clé de voûte peut être remplacée à n'importe quel moment? Madame, je vous remercie de votre question. Je vais vous demander d'écouter la suite du discours. Aujourd'hui, nous avons Agnès Buzyn, mise en examen lorsqu'elle a quitté ses fonctions de ministre de la Santé au début de la crise Covid, alors qu'elle était déjà au courant de ce qui allait nous arriver. Mais Macron, lui, ne l'est pas. Nous avions Olivier Véran, actuel ministre de la Santé, qui au début de la crise Covid nous a déclaré que le port du masque n'était non seulement pas obligatoire, mais que son absence n'était pas dangereuse pour notre santé. Macron, lui, ne risque rien par rapport à cette déclaration qui a pourtant mis en danger la population française. Nous pouvons revenir également sur le scandale des sondages Sarkozy, où M. Sarkozy est appelé en tant que témoin, et uniquement en tant que témoin, non personne jugée, alors que les membres de son cabinet, dont Claude Guéant, sont eux mis en examen actuellement. Ces exemples me permettent de conclure une chose. Un président nomme un gouvernement. Il a du pouvoir dessus, et ses ministres sont condamnables, mais pas lui. Le gouvernement est responsable devant la France et les Français, le président devrait l'être aussi. L'immunité présidentielle relative aux fonctions de président est ce que nous voulons supprimer aujourd'hui. Non pas pendant le mandat, mais après. Quelle est l'image de la France si une personne ne peut pas être jugée alors qu'elle est au pouvoir? Quelle est l'image de la justice que nous rendons? Je citerai en dernier exemple le Rainbow Warrior, le sabotage raté du bateau de Greenpeace qui voulait aller filmer des essais nucléaires en Polynésie. En 1985, sous Mitterrand, il y a eu un mort, des complications relationnelles avec la Nouvelle-Zélande, car une intervention sur leur sol. Nous aurions pu à ce moment-là juger Mitterrand si nous n'avions pas eu l'immunité présidentielle. Nous souhaitons supprimer l'immunité présidentielle appliquée jusqu'alors aux actes rattachés à la fonction de président. Il ne s'agit pas de faire peur aux prochains, ni d'envoyer tout le monde en prison, car un président ne sera pas jugé sur les opinions que nous lui reprochons, mais sur des mensonges
Ce n'est donc pas une chasse aux sorcières, mais un but de redonner un sens à l'idée de responsabilité démocratique, afin qu'aucun abus ne reste impuni et impunissable. Tremblante, criante et hurlante, assaillie par les cauchemars provenant directement de mon imaginaire. Et j'ai bien l'impression ce soir que nous sommes réunis ici parce que le gouvernement est assailli par les mêmes inquiétudes infondées. Ici, nous parlons bien de stabilité politique, car le statut de président de la République est un idéal. Et le mécanisme est un outil par lequel l'homme peut atteindre cet idéal en oubliant sa nature humaine et en endossant pleinement le rôle qui lui incombe. La justice, tant décriée par le gouvernement, serait pourtant ici desservie par son projet. Car bien sûr, supprimer l'immunité politique reviendrait à rendre la justice tel un instrument politique. Des loups déguisés en parlementaires, des lobbyistes, permettant à des opposants politiques de renverser le gouvernement actuel. Nous pourrions imaginer des situations de chantage, de menaces ou de conflits qui n'auraient pour unique but que de déstabiliser notre président. Supprimer l'immunité présidentielle, ce n'est pas faire un pas en avant, c'est instaurer la vulnérabilité présidentielle. Madame, comment la justice peut déstabiliser le pouvoir actuel lorsque le président en fonction conservera son immunité partielle? Ici, si on parle d'immunité partielle, elle n'est pas totale, et donc elle n'est pas pleinement efficace. À ce moment, n'importe quel opposant sur des accusations, qu'elles soient fondées ou infondées, pourrait déstabiliser le pouvoir en place. Nous, n'étant pas des anarchistes assoiffés de sang, mais qui regardons vers une modernité, voyons plutôt l'amélioration d'un dispositif déjà performant, plutôt que sa suppression. Et cette amélioration passerait par un point principal, qui est celui de l'élargissement des conditions de destitution. D'abord, concernant les crimes, toutes les manœuvres criminelles qui tomberaient sous le coup de la loi, toutes les infractions qui seraient punies d'au moins 10 ans, pourraient aboutir à une destitution. Toutes celles portant atteinte à la dignité humaine, mais également celles qui seront faites en faveur même du président. Nous pensons ici à l'évasion fiscale, au détournement de biens sociaux, qui concerne la plupart des politiciens. Ensuite, nous aurions tout un volet consacré à l'abus des pouvoirs manifestes du président. Que ceci soit propre, comme défini à l'article 5 de la Constitution, ou qu'il soit partagé. Dans ce cas, tous les actes réalisés avec le contre-seing des ministres pourraient alors être invoqués sur le fondement d'une destitution, s'ils ne seraient pas en accord avec la politique et les valeurs de notre président. Oui. Pourquoi mettre en examen l'ancienne ministre de la Santé pour infraction au début de la crise sanitaire, alors qu'Emmanuel Macron ne sera jamais possiblement jugé, alors que c'est lui qui nous soumettait les ordres? Pourtant, ici, on a une histoire de fonctions qui sont différentes, puisque le ministre, même s'il reçoit des ordres de son président, garde quand même une certaine liberté. Enfin, les pouvoirs exceptionnels, tels que définis à l'article 16 de la Constitution, seraient également un motif de destitution possible. Évidemment, ici nous pensons au salut public. Nous pensons ici à toutes les décisions qui pourraient être prises par ce président et qui ne répondraient pas à une menace grave et immédiate qui pèserait sur les institutions de la République. Enfin, bien sûr, nous pourrions penser à un scénario totalement improbable et totalement catastrophique, dans lequel l'empêchement du président surviendrait comme une raison suffisante pour invoquer sa destitution, qu'elle soit temporaire et relève d'une maladie grave ou définitive. De même, je tiens à rappeler que nous avons déjà la Haute Cour qui fournit un travail admirable en ce qui concerne le jugement des ex-présidents, sans laquelle
nous n'aurions pu assister à une justice réellement aveugle, qui ne concerne pas qu'une minorité de la classe ouvrière, mais qui peut aussi toucher les anciens dirigeants. Ici, notre but serait d'accompagner cet organe en créant un organe frère qui, lui, viendrait à prévoir, à anticiper et surtout à surveiller la vie politique. Nous ne sommes pas ici les enfants de la Révolution. Si nous pensons que la meilleure solution pour préserver la vie politique serait de supprimer l'immunité présidentielle. Mais nous pouvons améliorer ce que nous connaissons déjà. La critique est aisée, mais l'art est difficile. L'opposition donne parfaitement raison à des touches. Elle critique sans proposer. Certains députés souhaitent conserver l'immunité du président en tout temps. N'ont-ils pas d'abord pensé à mettre leurs propres propos en quarantaine? Je pense qu'il y a un problème d'écoute chez nos adversaires. Plusieurs fois, vos ministres ont rappelé que nous souhaitions supprimer tout bonnement l'immunité présidentielle. Si vous aviez écouté Monsieur le Premier ministre, vous auriez compris que nous ne souhaitons supprimer l'immunité présidentielle que pour les actes commis en tant que président, et ce, durant son mandat. Madame la Première ministre a commencé en qualifiant notre projet de loi de chaos, d'irresponsabilité. Drôle de façon de respecter les idées de ses adversaires. De plus, cette précision ne sert à rien, car Monsieur le Président de la République est déjà inattaquable pendant son mandat, puisque nous ne souhaitons pas supprimer son immunité pendant qu'il est en fonction. Ensuite, la Première ministre a donné des exemples, comme ceux-là dans lesquels la justice serait empêchée, ne serait pas empêchée, de poursuivre certains anciens présidents. Elle nous parle de M. Jacques Chirac ayant été poursuivi à propos des emplois fictifs à la mairie de Paris. Devons-nous lui rappeler que M. Chirac a été poursuivi en tant que maire de Paris et condamné en tant que maire de Paris et non en tant que président de la République? Vous auriez pu citer, par exemple, Nicolas Sarkozy, mais cette affaire ne va pas dans notre sens, celle des sondages de l'Élysée, dans lesquels ce dernier ne peut être entendu que comme témoin et non pas comme prévenu, car il était président au moment des faits. Et je prendrai votre question. Comment comptez-vous différencier les crimes punissables de ceux légitimés par l'action, la défense de la nation? Alors, si vous aviez écouté toujours le discours de notre Premier ministre, vous auriez compris que cette légitimité découle des 700 000 signatures de concitoyens, d'une plainte approuvée par la Cour de justice de la République et finalement votée par le Parlement. On nous a ensuite expliqué, toujours à l'opposition, que notre projet de loi permettait de remplacer le gouvernement et le président de la République durant ses fonctions. Ce n'est absolument pas le cas, vous n'avez toujours pas écouté. La seule façon de le remplacer est de le destituer, et cela existe déjà dans la loi actuelle. Ainsi, la déconnexion entre le gouvernement et le gouverné, voici peut-être le plus grand des maux de notre société. Grâce à notre projet de loi, le président et par conséquent le gouvernement seront à même de mieux réfléchir aux conséquences de leurs décisions sur la vie des Français. En effet, comment se mettre à la place d'un employé gagnant 1 500 € par mois et ayant 2 enfants lorsque l'on en gagne 20 000 et que l'on vit à l'Élysée? C'est là le but de notre texte. À tous les échelons de la société, il faut rendre des comptes. Une entreprise à ses actionnaires, un supérieur demande des comptes à son employé, un général en demande à son militaire. Pourquoi donc la fonction suprême de notre République serait exemptée de ce compte-rendu? De ce compte-rendu
qui doit être donné à ceux sur qui le pouvoir s'exerce, à ceux par qui le pouvoir doit être exercé. Ainsi, la recréation de ce lien doit aussi se faire dans le sens contraire. La finalité de notre projet est aussi de réintéresser les Français à la politique. Pour ce faire, les citoyens, étant capables de mettre les politiques face à leurs responsabilités, s'impliqueront plus dans la vie politique. En effet, comment expliquer que depuis 40 ans, la cote de popularité des présidents de la République reste aussi faible et que l'abstention devienne à mesure le premier parti de notre pays? C'est parce que les Français en ont marre. Marre de voir des décisions comme celles qui ont pu être prises pendant la crise sanitaire, imputées à des ministres, alors que le seul responsable est le président de la République, alors que ce dernier est inattaquable. En résumé, ce que veut le gouvernement, c'est arrêter de séparer l'humain et le président de la République. Car bien que le président soit la clé de voûte de nos institutions, il n'en reste pas moins un homme et doit pouvoir répondre de ses actes. Ce projet de loi vise donc à redonner du sens à la vie politique et à la phrase de la démocratie du peuple, par le peuple, pour le peuple. Du peuple, car les gens se réimpliqueront dans la vie politique. Par le peuple, car ils auront à nouveau le sentiment de décider. Et pour le peuple, car ils prendront ces décisions par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et sans quelconque intérêt. Aujourd'hui, c'est l'avenir du pays qui se joue. Soit l'on complaint comme certains, soit l'on agit pour le pays. Supprimer l'immunité présidentielle. Et puis quoi encore? Supprimer, 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 toujours supprimer. Mais supprimons le gouvernement pendant que vous y êtes. Ce serait un moindre mal, puisqu'ils veulent supprimer l'immunité présidentielle. Mais comment voulez-vous que notre président puisse prendre des décisions en étant incarcéré, en étant sous justice? En face, ils nous disent qu'ils veulent seulement arrêter l'immunité présidentielle post-mandat. Cependant, dans l'article 67, il est déjà précisé que cette immunité présidentielle n'a lieu que dans l'utilisation des fonctions présidentielles. Post-mandat, elle ne s'applique plus. Donc supprimer l'immunité présidentielle, c'est la supprimer pendant le mandat du président. Mais comment voulez-vous que, en temps de crise sanitaire que nous vivons actuellement, des décisions soient prises? Qui va les prendre? Qui va annoncer au peuple français les décisions prises pour remédier à ce problème? Notre nation a besoin d'un chef stable. Et on déplaise à certains, ce chef n'est pas un citoyen lambda. Il a des privilèges, des avantages, car il possède des devoirs autres, des devoirs supérieurs. Plus de devoirs, plus de droits. En quoi n'avez-vous toujours pas compris que dans notre projet de loi, le gouvernement, le président, ne sera ni incarcérable ni attaquable pendant son mandat? Ce que nous ne comprenons pas, c'est que votre projet de loi, c'est l'annulation de l'immunité présidentielle. Cette annulation applique l'annulation pendant le mandat du président et non pas post-mandat, ce qui est déjà le cas. Vous êtes beaucoup trop dans l'extrême, selon nous. Vous n'arrivez pas à trouver de juste milieu. À l'opposition, justement, nous représentons ce juste milieu. Nous avons compris que la solution n'était pas de réprimander le président, mais de le surveiller. C'est pour ça que nous avons créé, nous proposons la création de la CSFP, Conseil de la surveillance de la fonction présidentielle. Ce conseil serait composé de 9 membres. Tout d'abord, 6 magistrats,
dont 4 magistrats de la Cour de cassation, 2 pénalistes et 2 fiscalistes, et 2 magistrats du Conseil d'État. Ensuite, nous aurons 2 élus de l'Assemblée nationale et 1 élu de la Haute Cour. Cela étant, non seulement cette Assemblée ne sera pas uniquement juridique, car ils n'ont pas pour objectif de juger le président, mais de surveiller ses actes, mais en plus, tout comme le président, ce seront les élus du peuple, les élus de l'Assemblée nationale. Ils seront légitimes au même titre que le président. Ils auront tous un mandat de 2 ans et demi, c'est-à-dire la moitié d'un mandat présidentiel, ce qui implique un changement de la nouveauté. La surveillance ne sera jamais la même et il n'y aura pas de rapprochement. 9 membres, pas d'égalité. Surveiller les agissements du président et s'il remarque qu'il y a un acte qui est réellement mauvais, réellement problématique pour la nation, là, ils pourront le dénoncer à la Haute Cour. Haute Cour qui pourra décider de la destitution du président pour qu'ensuite il se fasse juger, ou de laisser le président poursuivre son mandat et de se faire juger post-mandat. Mais jamais un président ne doit être jugé pendant son mandat. Notre projet de loi permet à la fois un maintien de la figure et de la symbolique du président comme chef stable et respecté, ce qui est de moins en moins le cas, pardon. On prouve la gifle que M. Macron s'est pris. Mais de plus, nous gardons sa protection et nous gardons la stabilité. Parce que nous sommes à une époque de transition et politique et climatique, ce gouvernement se doit de prendre des mesures fortes afin d'avoir justement un garantie d'un avenir beaucoup plus serein à notre nation. C'est pour cela, mesdames et messieurs, que nous avons présenté ce soir un projet de loi nécessaire à l'intégrité politique afin de redéfinir le rôle du chef de l'État. Parce qu'il faut qu'il prenne conscience des conséquences de ses actes et de son pouvoir, de son influence et surtout de son mandat. Parce qu'il faut qu'il regagne confiance de son peuple en lui permettant qu'il puisse rendre des comptes. Car, mesdames, messieurs, pour que nous ayons un gouvernement responsable, il nous faut un président condamnable. Et malheureusement, mesdames et messieurs, les seules personnes condamnables ce soir dans cette assemblée, c'est finalement le chef de l'opposition, que nous pourrons appeler député à la commission de « Je suis à côté de la plaque », qui a visiblement porté un projet audacieux de ne pas nous écouter. En effet, vous avez avoué dès le début de votre discours qu'il fallait que vous parliez de l'institution et non de l'homme, et je crois que c'est là de part toute la divergence entre le gouvernement et l'opposition ce soir, parce que vous avez commis 2 erreurs. Première erreur, vous avez confondu l'immunité totale et l'immunité partielle. Je n'ai pas vraiment envie de vous critiquer là-dessus, car en fait, finalement, les 3 membres du gouvernement, de l'opposition qui sont succédés ce soir ont fait la même erreur, et je vais vous expliquer pourquoi avec votre seconde erreur, qui était de dire que Chirac a été condamné alors qu'il était anciennement président. Et c'est là, madame, que vous confondez. C'est là, madame, que je vais vous expliquer ce que c'est que l'immunité totale et l'immunité partielle. Ça me fait mal d'expliquer ça à des jurys du droit constitutionnel, mais l'article 67 et 68 de la Constitution parlent de l'immunité partielle comme une immunité du président de la République qui ne peut pas être condamné lors de sa présidence de la République. Nous ne remettons pas ça en question, nous remettons en cause son immunité totale, qui sont toutes les actions qu'il a prises
en tant que président de la République et qui pour le coup ne peut être condamné ni pendant ni après son mandat. Avez-vous une question, une repentance peut-être à faire? Comment organiseriez-vous alors la réforme de la Constitution? Madame, et c'est là je vous remercie, car vous venez d'avouer devant toute cette assemblée que vous n'avez pas écouté Monsieur le Premier ministre, et c'est là justement où je dois vous remercier, car c'est qu'une association peut porter plainte contre l'ancien président de la République sur des faits qu'il a fait en tant qu'ancien président de la République, comme par exemple Nicolas Sarkozy lors des affaires du sondage à l'Élysée. Ensuite, il fait signer dans une plateforme en ligne 700 000 personnes, et après ça, on peut avoir une procédure judiciaire contre lui. Merci, comme ça, peut-être que c'est plus clair pour vous et que votre secrétaire général ne fera pas la même erreur. Après est venu le ministre de l'Audace qui nous parle d'inquiétudes infondées, pour juste après nous dire qu'il y aura des abus de la justice qui pourront renverser le pouvoir et surtout que le président ne pourra plus gouverner. Vous nous parlez ensuite de scénarios improbables. Oui, madame, oui, monsieur, ce sont des scénarios improbables. Parce que vous voulez séparer la fonction du ministre et du président, alors symboliquement c'est beau, mais dans les faits c'est faux, car un président est un homme, le président est responsable, tout comme ses ministres, des actions qui sont prises dans son gouvernement, et c'est cela que nous essayons de combattre ce soir. Alors ensuite est venu le député de « Je ne suis pas un juriste », qui, je vais peut-être en faire de cours de droit constitutionnel à des juristes, mais bon, c'était clair, je l'espère, ce soir. Alors, lorsque vous nous posez la question « Comment prendre des décisions quand le président est incarcéré ?» c'est pas possible. Et je suis d'accord avec vous. Et c'est pour cela que nous ne supprimons pas l'immunité partielle. Enfin bref. Parce que nous portons ensemble l'héritage des Lumières. Parce que nous répondons à l'ignorance, la raison, qu'à l'obscurité nous répondons par la science et qu'à la décadence nous répondons par le progrès, qu'il nous faut rendre honneur à la France et aux Français. Il nous faut ainsi garantir ensemble l'intégrité du président de la République avant, pendant et après son mandat, afin que nous ayons une moralisation de la vie politique, une probité de notre République et surtout garantir un avenir meilleur pour notre pays. Parce qu'il faudra un jour construire ensemble un monde plus juste et plus éthique, sans que nous ayons à rougir à dire qu'il est à notre image. Parce que, mesdames, messieurs, la France, notre France, ne monte pas les marches du progrès, non. Elle les construit. J'ai écouté avec attention et précision le débat de ce soir et j'avoue avoir été déçu. Déçu parce que pour ce sujet si important, si capital, si majeur, nous n'avons pas eu un débat fructueux, un débat juste bon moral, mais un débat où nous n'avons eu que des solutions qui n'avaient pas en fait de sens. Où ce gouvernement a absolument proposé un projet absurde qui n'avait ni queue ni tête, qui avait complètement la tête dans la lune et pas les pieds sur terre. Ce gouvernement, en fin de compte, ne va pas au bout de son projet. Vous, gouvernement, quelque part, vous protégez quelque part notre contre-projet, puisque vous n'allez pas au fin fond de votre projet. Vous n'avez pas une seule fois parlé de sécurité du pays, ce qui me semble essentiel dans notre sujet. Et puis, surtout, on ne comprend pas votre sujet. Plein de paradoxes par moment, et je vais bientôt vous en parler. Nous proposons quelque chose de juste, de moral, qui respecte les réalités. D'abord au travers du CSPD, du Conseil de surveillance de la fonction présidentielle, qui permettra de cadrer correctement toutes les actions du président, de sa fonction, et d'éviter tout débordement. Ensuite, plutôt que de faire comme vous les choses à moitié, nous voulons encadrer et analyser les possibilités de destitution, en expliquant précisément, comme la députée Mme Buchet l'a fait. Je prends votre question, monsieur. Monsieur, votre contre-projet est exactement le même que le nôtre. Pourquoi vous opposez alors à notre projet de loi? Eh bien, monsieur, c'est bien là la problématique.
c'est que la différence entre notre projet et le vôtre, c'est que le nôtre est construit, alors que le vôtre va dans tous les sens et qu'on ne comprend pas en réalité lequel c'est. Vous pouvez vous rasseoir, je ne prendrai pas d'autres questions. Monsieur le Premier ministre, je vais commencer par vous parce que, je dois l'avouer, vous m'avez... Vraiment, je vous ai bien aimé. Je vous ai bien aimé parce que vous commencez par Nicolas Sarkozy en donnant l'affaire des sondages, en nous disant que la justice n'existe plus, mais en réalité elle existe, puisqu'on voit, même s'il y a une immunité présidentielle, elle fonctionne et il est pris comme témoin, au moins il participe. Ensuite, vous nous dites que vous ne voulez pas dans l'entièreté supprimer l'immunité présidentielle. En ce sens, absolument, le projet est absurde, puisque vous n'avez rien compris. Votre but, c'était de supprimer l'immunité présidentielle. Vous ne voulez pas la supprimer, vous voulez le faire plus tard, donc ça n'a pas de sens. Ensuite, vous nous dites que vous rêvez de cela. Vous rêvez d'un monde où le président pourrait être un président normal et moral. Mais vous n'êtes absolument pas dans la réalité des faits, dans la réalité des besoins et dans la réalité de notre société. Madame la deuxième ministre, je vous ai apprécié. Aussi parce que j'ai reconnu en vous une Greta Thunberg. Mais quelque part, je n'ai pas compris quel était votre rôle ici. Parce que vous nous avez parlé d'écologie en disant que c'était important, que c'était un nouveau débat, une transition que nous devions avoir, ce qui est juste, mais qui n'a absolument pas sa place dans ce débat aujourd'hui. Qui n'a absolument pas sa place. Ensuite, vous nous parlez de Agnès Buzyn en disant qu'elle a été jugée, mais quand elle n'était plus dans ses fonctions. Donc, c'est normal qu'elle soit jugée. Et en ce sens, vous rapprochez à notre projet. Nous voulons garder l'immunité présidentielle, mais dès lors que le président ne sera pas dans ses fonctions, il sera jugé. Merci de nous rejoindre. Vous parlez aussi des mensonges pour légitimer les tueries, notamment en Irak avec les États-Unis. Eh bien, ça j'avoue que c'est tout à fait paradoxal, parce que si on supprime l'immunité présidentielle, justement, il va y avoir encore plus la favorisation de la possibilité de, justement, légitimer des débordements. Donc, supprimer l'immunité présidentielle, c'est favoriser des débordements en les légitimant de façon absolument mauvaise, immorale et absurde. Monsieur le Troisième ministre, là, encore une fois, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris parce que, d'un côté, on nous parle du fait qu'on veut supprimer l'immunité pour après, et puis dans le même sens, vous nous dites que vous voulez complètement supprimer l'immunité présidentielle. En ce sens, nous n'avons pas compris parce que, d'un côté, vous n'êtes pas radical, de l'autre, côté, nous sommes pleins de paradoxes, et nous ne comprenons pas réellement si vous avez travaillé ensemble sur ce sujet, ou si ce n'est pas plutôt chacune des personnes qui a ajouté sa petite plume. Ensuite, vous m'avez aussi plu parce que vous avez un petit peu rejoint votre secrétaire général. Vous avez beaucoup réfuté, mais en fin de compte, vous n'avez pas proposé de projet concret. Et en ce sens, je vous en veux un peu parce que on n'a pas compris votre sujet, on n'a pas compris votre projet, il n'y en avait pas. C'était juste du vent, et à force de brasser du vent, je dois vous le dire, vous devez en avoir de l'énergie. Félicitations! Ensuite, vous nous avez dit comment était-il possible de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'avait pas le même salaire, un salaire moindre, de la part d'un président de la République. Mais, encore une fois, pourquoi vous nous parlez de ça? Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le sujet, encore une fois. Et puis, le président, comme l'a dit le député Hamas, n'est pas un citoyen comme les autres. C'est un citoyen qui a des devoirs en plus, et en ce sens, qui n'est pas totalement comme les autres. Je vous demande ce soir de ne pas voter, du moins de voter avec clarté, avec esprit critique, parce que c'est vraiment un sujet important. Et en ce sens, je ne vous demande pas de supprimer l'immunité parlementaire, mais bien de la réformer, de la limiter, sans jamais la supprimer.